Julien, c'est pas pour faire genre. Non. C'est juste qu'il fait froid. Ouais. C'est pour la petite, elle a chaud, elle a chaud. Mais là, non, mais moi j'ai tout le temps froid, c'est vous qui avez toujours chaud, vous avez des espèces de vapeurs comme ça. Bien sûr, je n'osais pas vous le dire, Ariane, que vous avez vos vapeurs, donc c'est pour ça. Alors, c'est d'un niveau. Bah, pas au niveau de Bernard-Henri Lévy, on va essayer de ça commence bien. On va essayer de se Voyez, mettre à ça- votre niveau, Bernard-Henri Lévy. Ça va être dur ce soir. Hein. Ben, je sais pas, on va voir. Bah, vous allez voir. En fait, vous êtes l'opposé l'un de l'autre. Je me suis rendu compte de ça en préparant cette émission. J'explique pourquoi. Allez-y. Julien, la simplicité même. On s'est rencontrés mercredi pour préparer cette émission. Je lui ai dit, vous voudriez bien chanter au piano, mais bien sûr, pas de problème. Le piano est là. Voilà les invités de l'émission, mais bien sûr, pas de problème. Il peut y avoir n'importe qui, je les aime tous. Enfin, il n'y avait aucun problème, Julien. Non, mais c'est pas que je les aime tous, mais bon, je veux dire, moi j'aime bien rencontrer les gens. Non, pas de problème, c'est vrai. Pas de problème. Pas de problème, vous voyez. Bernard-Henri, on va dire que c'était un peu plus compliqué quand même. Pourquoi? Ah bah pourquoi? On s'appelle un nombre incalculable de fois quand même. La semaine dernière, vous me dites, OK, je participe à l'émission. Vous me rappelez lundi, vous me dites, j'ai bien réfléchi, ça va peut-être être l'émission de trop. Si je la fais, Non, comment je vous ça ai va pas être dit ça. interprété? Non, attendez, c'est pas tout à fait ça. Ça, en effet, ça fait des mois que vous insistez pour m'inviter de manière extrêmement aimable. Je Un peu confirme. long, C'est vrai que j'avais pas très envie de venir et que vous m'avez très gentiment convaincu. C'est un peu plus comme ça compliqué qu'il que ça, faut le parce dire. qu'à chaque fois que vous m'avez expliqué les choses, par exemple, il y a un an, quand on vous a invité à l'occasion de la série d'articles qui sortaient dans Le Monde, que vous avez repris, notamment pour ce livre dont vous venez nous parler aujourd'hui, Oui. vous m'avez demandé d'appeler Edoui Plenel, le patron du Monde, pour savoir comment il interpréterait les choses. Il m'a dit, oh là là, mais si Bernard-Henri vient maintenant, avant Pas que du les tout pour papiers ça. Non, sortent, attendez. on va Pas lui pour reprocher, savoir comment il etc. interpréterait les choses. À l'époque, je sortais des articles dans Le Monde. Absolument. Donc les articles leur appartenaient, c'était à eux de décider. Mais la C'était- réaction d'Edoui Plenel... C'était à Colombani et Plenel de savoir s'ils souhaitaient que je vienne en parler avant la parution dans leur Et sa journal. réaction a été de dire, le problème avec Bernard-Henri Lévy, dès qu'il fait un truc aujourd'hui, on se demande comment c'est interprété, et s'il vient en parler avant que ça sorte, on va dire il tire encore la couverture à lui. Moi, ma question Je comprends d'aujourd'hui... rien à ce que vous dites là. Là, c'est clair. Vous pouvez m'expliquer. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je me explique plus calmement alors. Moi, ce que je suis en train de me dire, c'est que vous avez tellement joué avec le petit milieu médiatique. Aujourd'hui, quoi que vous fassiez, vous vous demandez si c'est bien, si ça va être bien interprété, mal interprété. Vous me demandiez à côté de qui vous alliez être, à côté de qui vous alliez pas être, si vous alliez être à gauche de la caméra, à droite de la caméra. Pas C'est du super. tout. Ah, attendez, je vous ai simplement. Un chanteur me ferait Vous ça, je m'avez dirais dit, d'accord, vous mais un m'avez dit ce philosophe. matin que vous invitiez l'acteur de Star Academy. Et vous m'avez dit Je surtout vous pas à ai dit côté de lui. d'abord que je n'avais pas vu Star Academy et qu'ensuite ça me paraissait pas être l'idéal. D'ailleurs, où est-il? Il ne vient pas ce soir puisque France Télévisions a décidé de ne pas faire la promotion de Star Ça, c'est Academy. c'est pas moi. Mais c'est vous, votre Bernard, problème. vous voyez bien ce que je veux dire. Bon, et il fait vous-même- chaud finalement Il ici. fait chaud, hein. Vous voyez bien ce que je veux dire, Bernard-Henri Lévy. Mais si, alors je vais au-delà. Et vous le prenez déjà comme une agression alors que ce n'en est pas du tout. Quand on a discuté ensemble de savoir la raison pour laquelle vous venez ou vous venez pas, et vous m'avez dit finalement pour le livre, je suis pas sûr que ça fasse la télé de trop. Je vous ai dit, moi ce que je vous propose, et c'est la réalité, c'est pas finalement de parler du livre parce que ça vous en avez beaucoup parlé, mais c'est de parler de cette image un peu controversée. Vous voulez pas qu'on en parle plutôt que de Si. savoir de quoi on a décidé qu'on allait parler? Si, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir si... Je suis perdue, moi. Ariane, vous êtes déjà perdu, Ah il oui, est mais déjà, 23h03. maintenant. Là, Vous avez une vitesse, là. vous démarrez mal. Là. Mais non, je crois que je démarre bien parce que Ouais. c'est bien votre problématique. J'ai l'impression que vous Allez-y. êtes obligé de tout calculer pour savoir si ça va plaire, déplaire ou pas. Et que finalement, alors qu'aujourd'hui, il y a un consensus autour de vous, et c'est l'objet de cet entretien, c'est de dire, finalement, vous avez joué avec tout ça, et aujourd'hui, il y a un consensus autour de vous, et c'est ce qui vous a plu, vous m'avez même dit, c'est le danger de cette émission ce soir. Je vous ai rien dit de tout ça. Alors, en fait. j'ai rien compris, alors. Ah non, vraiment pas. Alors, vous me comprenez pas Je vous ai et appelé vous comprends lundi pas. pour vous dire que je ne souhaitais pas venir. Que je ne souhaitais pas venir aujourd'hui, je suis là, je suis content d'être là, et allons-y. Je suis Là, ravi d'être j'essaye là. pas d'emmener les téléspectateurs dans les coulisses, j'essaie d'entrer en plein dans l'angle de mon interview, qui est de allez-y, dire, allez-y. vous avez joué, on va le voir en image, puisque ça vous amusait médiatiquement avec les médias. Oui. Un certain nombre de gens vous le reprochaient, même vos principaux alliés. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'il y a un consensus qui se fait autour de vous, d'une certaine manière, ça vous amuse toujours, vous avez l'impression de le payer encore, et est-ce que vous êtes aussi libre que vous aimeriez l'être? Est-ce que vous êtes méfiant? Je raccourcis. Ça, c'est pas mal. C'est une femme, Ça, c'est bien résumé. Est-ce que je suis méfiant? Pas tellement. Pas Et en tellement. tout cas, pas ce soir. pas ce soir. Et ça vous Contrairement à ce que vous semblez dire, je ne suis pas méfiant du Est-ce que tout. ça C'est vous- qui est-ce que ça vous Il y a un amuse malentendu absolu, là. Hein. Est-ce que ça vous amuse de venir décrypter ce soir votre image médiatique? Ça m'amuse beaucoup d'être ici ce soir avec vous et avec Julien Clerc. Je suis ravi. Donc, je ne sais pas de quoi on parle depuis 5 minutes, je suis ravi. Julien, remettez votre écharpe si vous voulez. Quelle image vous avez de Bernard-Henri Lévy aujourd'hui? Ma question, je vais la faire plus simple pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Est-ce que vous avez réussi à capter le message qui est aujourd'hui unanimement reconnu, malgré la caricature médiatique à laquelle Bernard-Henri Lévy s'est prêté? Je ne sais pas si c'est prêté à une caricature médiatique, mais je sais que
dans le monde d'aujourd'hui, il suffit, pas le journal, le monde dans lequel on vit, il suffit parfois d'une émission, il se trouve que je l'ai vue, pour rétablir une image. Vous avez fait, je m'excuse, chez Ardisson, aussi, ouais. Vous avez fait C'est une marrant ici quand émission on parle d'Ardisson, formidable, on est obligé de s'excuser. où tout d'un coup, les préventions, vous savez qu'on vit dans un monde où malheureusement, on n'est pas complètement maître de son image. Et dans cette émission-là, tout d'un coup, vous êtes sans doute, moi je ne vous connais pas, sans doute montré tel que vous devez être profondément, et vous avez touché les gens, en tout cas moi je faisais partie des gens qui vous ont regardé ce soir-là, et on s'est dit, eh bien, ne prenez pas mal ce que je vais dire, finalement ce gars est vachement humain, et il nous le dit dans son livre. Mais vous avez dit finalement, Julien, c'est bien qu'avant vous aviez quelques doutes. Hein. Parce que, c'est pas que j'avais des doutes, oui. Non, mais mais vous-même vous le savez, parce que dans la vraie vie vous êtes bien plus intelligent que moi, et vous savez très bien que vous avez joué avec le feu jusqu'à là, et c'est ça qui vous a abusé. Laissez-le finir. Non, mais attendez, c'est difficile. Tout le monde aujourd'hui doit faire de la promotion. Il n'y a plus personne qui puisse être seul sur son rocher. Enfin, je ne pense pas que ça puisse exister. Aujourd'hui, tous les gens ont quelque chose à vendre, aussi pur soit-on. Quand on vend des livres, on doit aussi les vendre. Mais c'est vrai, autant les vendre, autant faire ce qu'il faut pour qu'on parle de ce que nous écrivons. Et là, il s'est trouvé que dans cette émission-là, en plus, il s'est trouvé que c'est une très bonne émission, ce qu'il y a aussi Ray Charles, ça a été une émission de très haut niveau. C'est toujours très bien, Ardisson. Oui, bon, alors on va parler d'autre chose maintenant. Hein. C'était une émission de haut niveau et vous y aviez votre place. Oh, puis merde, qu'est-ce que vous faites? Bernard-Henri, est-ce que vous en rendez compte de ça? Parce que, je ne sais pas, que justement, vous arrivez depuis quelque temps, et notamment peut-être au travers de cette émission, à donner une autre image que celle que vous aviez jusqu'à présent. Est-ce que vous... Non, vous savez, je ne crois pas. Je crois... Marc-Olivier Fogiel parlait d'un consensus qui se fait autour de ce livre, c'est vrai, mais je crois que c'est un peu un concours de circonstances. C'est presque un hasard ou presque un malentendu. C'est vrai que j'ai fait un livre dont le personnage principal était un kamikaze. Hein? Bon, j'ai rencontré des kamikazes l'année dernière, etc. Moi, qu'on puisse dire, c'est que ça tombait pile. J'ai fait un livre dont le plus grand chapitre, le plus long chapitre, a été consacré au commandant Massoud. Je le connais depuis 20 ans. Je l'ai vu plusieurs fois. Je l'aimais beaucoup, etc. C'était dans ce livre. J'ai fait un livre où il était question du terrorisme, Al-Qaïda, prochains Al-Qaïda, les terrorismes qui nous menacent. Donc tout ça, évidemment, était de manière tellement vertigineuse, pile dans ce qui préoccupait les gens après le 11 septembre, voilà. Il y a ce sentiment de consensus. Mais je crois que c'est plus sur par rapport à ce que je disais dans le livre que sur moi. Mais ça n'a rien à voir, le raccourci, vous l'avez trouvé un peu peut-être ridicule, mais Larousseau, elle est à son album de la maturité. Vous, c'est votre livre de la maturité? Oh là. On a la culture qu'on peut, Julien. On a la culture qu'on peut. Est-ce que vous diriez que c'est le livre de la maturité? Non, c'est pas... Je ne crois pas. Le livre de la maturité, s'il y en a un, d'abord, on ne sait jamais où est la maturité. Est-ce qu'on va mourir dans 30 ans? Est-ce qu'on va mourir demain matin? On ne sait pas. Mais s'il y en avait un, c'était plutôt le livre précédent, c'est-à-dire le Sartre. Sur Sartre, l'année dernière. Oui, il y a 2 ans. Ça, c'est plutôt le livre qui m'a le plus coûté, le plus coûté physiquement. Parce que vous êtes allé sur le terrain, on va y venir, et vous avez rencontré, et vous avez pris des risques, et ça a dépassé... C'est pas tellement... Oui, des risques, bien sûr. Physiques. Oui, peut-être, mais c'est surtout... Non, c'est presque les risques moraux. La prise de conscience. C'est-à-dire s'être affronté, oui, vous savez, il y a je crois que c'est Proust qui dit, quand on va en enfer, il faut s'attendre à la levée des spectres. À la levée des spectres. Et vous êtes descendu et oui, ces ces endroits-là où je suis allé, que je raconte dans ce livre, ces endroits dont personne ne parle, ces Afghanistan de demain. Regardez, l'Afghanistan il y a 2 ans, personne n'en parlait. On savait à peine où c'était sur la carte. Et vous aviez déjà prévu de faire ce livre il y a 2 ans? Non, j'ai prévu de faire ce livre il y a 1 an et demi. Mais en revanche, sur l'Afghanistan, bon, c'est vrai que Massoud, je l'ai rencontré pour la première fois et j'en ai parlé pour la première fois il y a 18 ans. J'ai connu Massoud quand il était un très jeune homme, un très jeune commandant. J'étais pas beaucoup plus vieux, etc. Donc, c'est plutôt ces espèces de zones infernales où tout le malheur du monde est concentré pour un nanti comme moi, comme vous, si vous aviez été à ma place, comme tout homme de cœur, on ne rentre pas de ça indemne. Est-ce que vous êtes arrivé de vraiment risquer votre vie, justement, en allant comme ça en Angola, au Sri Lanka? Est-ce que vous avez eu vraiment la trouille de... On ne sait jamais quand on risque sa vie. Vous savez, je crois que tous les reporters de guerre et le savent. On risque un petit peu, on a souvent peur, parfois on a trop peur, parfois on n'a pas assez peur, on ne sait pas.
En tout cas, on le fait, et c'est ce que vous avez fait. Et c'est moi, la problématique de l'interview d'aujourd'hui, c'est que malgré ce que vous faites, malgré ce que vous avez dit, et la réalité, c'est qu'il y a une cohérence dans votre discours depuis des années, c'est qu'on s'est souvent dit, il n'est pas capable de ça, parce que médiatiquement, regardez tout ce qu'il a fait, on compile ce qu'on vous reproche avec Antoine Pivnik. Ah non, ça suffit! À la 6e tarte à la crème, c'est devenu une évidence. Bernard-Henri Lévy est victime, de la part de ses ennemis, d'un certain acharnement. Pourquoi? Explication de l'entarteur lui-même en juin sur notre plateau. Évidemment, c'est l'arrogance nombrilesque dans toute son horreur. Outre l'arrogance nombrilesque, pour comprendre cet acharnement, il faut en fait remonter à 77, où dès son premier passage chez Pivot, pour la barbarie à visage humain, il réussissait à se mettre à dos ce qu'il croyait être ses amis, la gauche française. Et ça, c'est un fait actuel, que l'intelligentsia française et le peuple de France en général, d'une certaine manière, soient aujourd'hui contaminés par une pensée qui me paraît policière et qui me paraît avoir fait la preuve à plusieurs reprises de son caractère policier, à savoir le marxisme. À partir de cette contestation idéologique, il y a eu un procès en sale gueule ou un procès en trop belle gueule. Premier procès fait à BHL qui se voulait philosophe, celui d'être surtout le plus beau décolleté de Paris, ce symbole romantique de la chemise ouverte dont il essayait de se défaire à la dernière d'apostrophe. C'était vraiment un accident, je crois qu'il faisait très chaud ce jour-là sur le plateau. Mais oui, mais aujourd'hui il fait pas très chaud là. Non. Elle est fermée, regardez. Non, vous l'avez reboutonné pendant que l'extrait passait. Je vous ai vu. Machinalement. Mais il n'y a pas que la chemise blanche. Pendant 20 ans, on va reprocher à BHL qui, comme Sartre veut occuper le terrain, d'occuper les médias avec des causes évidentes. Il est contre le racisme, contre la guerre, pour les droits de l'homme. Nous avons même retrouvé une archive de 89 où il défendait le stylo feutre. Le feutre, il n'y a pas de plume. Le feutre, c'est une plume sans identité, c'est une plume sans personnalité, c'est une plume extraordinairement malléable. Autre procès, et pas des moindres, la manière qu'il a de se mettre en scène. Pour son mariage avec Ariel Dombal, mais aussi pour ses chroniques de guerre. Procès pas toujours fondé, comme celui de ses photos qu'on a cru mises en scène à Sarajevo. Sarajevo d'où il reviendra avec un documentaire, Bosna, mais là encore, le commentaire est un peu emphatique. Après Auschwitz, on disait « nous ne savions pas ». 50 ans plus tard, devant Sarajevo, on dit « nous ne comprenons pas ». Eh bien, nous avons voulu comprendre. Il a réussi quelque chose qui d'ailleurs n'est pas facile, qui est de devenir, dans un champ quand même relativement restreint, mais qui est plus large que le 6e arrondissement, une icône. C'est l'histoire de la chemise blanche, quoi. C'est « suivez mon panache blanc ». Là où personne en revanche n'a voulu suivre son panache, c'est pour Le Jour et la Nuit, son premier film de fiction en 97, une production pourtant impressionnante réunissant au Mexique Lorraine Bacal, Alain Delon, Carl Zero et qui lui valut le déchaînement de la critique. Si vous ou si moi on avait fait ce film, on n'aurait jamais pris sur la gueule ce qu'il a pris, voilà. Pourtant, en octobre dernier, quand sortaient ses réflexions sur la guerre, dernier livre, la critique était plutôt bonne. Dans Marianne, on lisait même que le philosophe autrefois contesté était unanimement reconnu. Il est absolument incontestable que la vision a changé. On s'est alors demandé si BHL allait enfin sortir définitivement du carcan de sa caricature. Question posée à un caricaturiste justement, et pas des moindres, Benoît Delépine, ancien auteur des Guignols. Donc on le présentait comme un personnage prétentieux, au service du système, qui avait toujours son mot à dire sur tout. Mais bon, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, j'ai pu lire ses bouquins. Donc je me suis rendu compte qu'en fait c'était un mec prétentieux, au service du système et qui avait un mot à dire sur tout. Alors Bernard-Henri Lévy, on prend l'histoire depuis le début. Aujourd'hui, on est au consensus. Julien Clerc, il tape sur la table genre « j'ai pas envie de m'en prendre une au passage », c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, mais vous savez, quand il a dit en, je sais pas, 70, je sais pas combien, il faut un certain courage pour dire ça sur le marxisme, là, Mais le problème, c'est qu'on n'écoutait pas absolument, mais c'est ce que j'ai découvert en préparant cette émission, mais on n'écoutait pas forcément ce qu'il disait parce que c'était parasité par la forme. À votre avis, pourquoi vous étiez la risée de tout un petit milieu? C'était simplement le côté mèche, chemise blanche, le plus beau décolleté de Paris, ou alors c'était aussi parce que vous interveniez un peu sur tous les sujets, on l'a vu là, sur le stylo plume, sur le feutre, etc. À votre avis, pourquoi vous étiez la risée médiatique? Le plume, ça, à mon avis, c'est un gag, je ne sais pas d'où il sort. Pourquoi? Non, je ne crois pas. Vous savez, c'est Maurice Safran là, qui disait, je crois qu'il a raison, je crois que toutes ces querelles, toutes ces polémiques, elles étaient politiques.
Comment voulez-vous, en 77, un type de 28 ou 29 ans débarque, son premier livre, ou presque son premier livre, explique que la gauche française est pourrie, que le nom de sa putréfaction, c'est le marxisme-léninisme, qu'elle est foncièrement réactionnaire et qu'il faut la dynamiter. Il fallait vous éliminer politiquement parce que vous gêniez, c'était ça? Non, bien sûr, mais personne n'a voulu m'éliminer politiquement. Non, mais médiatiquement, alors pas politiquement, mais médiatiquement. Personne n'a cherché à m'éliminer. Non, il y a eu un débat politique très vif. Quelques années plus tard, quand j'ai publié L'idéologie française, qui était un livre sur la question du pétainisme en France, sur la question de savoir s'il y avait un fascisme français, s'il était importé de l'étranger ou s'il avait des racines françaises. C'était aussi un vrai débat. Et moi, je comprends très bien qu'il y ait eu des gens, et non des moindres. J'ai eu une polémique avec Raymond Aron, par exemple, à l'époque. Mais là, c'était une polémique sur le fond, et ça, je sais bien. Mais quand on lit tout le dossier, vous le savez bien, c'est la polémique sur la forme qui a parasité le discours, c'est pas du tout le fond. C'est vrai qu'avec Raymond Aron, vous aviez une polémique, à la limite, à votre niveau de philosophe. Mais toute la polémique qui vous entoure, si vous avez été entarté 6 fois, c'est pas du tout pour le fond, c'est pour la forme. Ça, c'est pas de la polémique, ça. Un peu quand même. Regardez, par exemple, les gens qui vous entourent. Par exemple, Françoise Verny, qui a été votre première éditrice. Elle dit, il peut s'enflammer avec la même emphase pour parler des jambes des femmes ou du goulag. Elle a raison. Elle a raison. Mais c'était ça le problème, c'est que je peux m'enflammer pour les jambes de la femme que j'aime, bien sûr. Et elle vous disait, par exemple, quand vous avez fait votre pièce de théâtre philosophique qui ne marchait pas suffisamment bien, elle disait, il fallait choisir entre vouloir faire des pièces de théâtre philosophique ou poser avec Ariel Dombal dans Paris Match. Ça n'a pas été ça votre problème principal, c'est de vouloir jouer sur les 2 tableaux tout le temps, jusqu'à aujourd'hui, ou beaucoup moins finalement? Attendez, là vous posez trop de questions à la fois. C'est la même. Quand j'ai fait trop de questions. Tout ça est la même question. Non, attendez, quand j'ai fait cette pièce de théâtre, par exemple, d'abord, elle a convenablement marché, ça s'est plutôt bien passé. Et je posais les mêmes questions que dans mes livres. J'ai fait une pièce. Vous savez, les écrivains, c'est des gens qui fonctionnent parfois bizarrement. C'est-à-dire qu'on change de genre comme on prend un relais, comme on change de relais. Vous voyez? Alors, j'avais fait des essais, j'avais fait des romans, et pour poser les mêmes questions, en l'occurrence la question de la fin de l'histoire. La question de la fin de l'histoire, la question de savoir. Clairement, vous n'avez pas compris ma question parce que je ne vous dis pas la pièce de théâtre n'avait rien à voir avec vos combats, mais c'était le fait de poser, comme vous le reprochez plus ou moins Françoise Verny, dans Paris Match de façon très, on va dire, langoureuse avec Ariel Dombal. Elle trouvait elle-même, Françoise Verny, qui fait partie pas de vos détracteurs, mais plutôt des gens qui vous défendent, qu'à un moment donné, vous ne pouviez pas toucher à tout et tout mélanger parce qu'à un moment donné, le discours allait se perdre. Il y a un détail qui semble vous échapper, c'est que Ariel Dombal, il se trouve qu'elle était l'actrice principale de la pièce. Je sais bien. Voilà, donc il y a eu en effet dans Paris Match des photos où il y avait le metteur en scène, qui s'appelle Jean-Louis Martinelli, qui aujourd'hui dirige les Amandiers de Nanterre, moi-même et Ariel Dombal. Mais ce n'étaient pas des photos langoureuses, c'était des photos de travail. Quand on travaille avec une actrice... Si j'ai rien compris, Françoise Verny non plus n'a rien compris. Manifestement. Elle a sûrement bien compris. Mais vous-même, vous n'aviez rien compris à l'époque, puisque vous disiez, pour justifier ces photos dans Paris Match, vous disiez... Comme la pièce ne marchait pas, c'est vous-même qui le disiez à l'époque, c'est pas moi aujourd'hui, que vous utilisiez votre dernière cartouche et vous posiez la rage au ventre dans Paris Match, ce sont vos propres termes. Vous voyez, là, en fait, le temps, on oublie avec le temps. Vous voyez, c'est dur. C'est dingue. C'est bizarre. On oublie. Parce que vous-même, vous disiez ça, vous disiez, quand vous reprochez notamment Françoise Verny, grosso modo, non, je ne vais pas dire grosso modo, Ariane, ce soir. C'est bien, c'est bien. D'un peu tout mélanger, la forme et le fond, est-ce que finalement parasiter votre discours sur le fond, vous-même vous justifiez à l'époque en disant, mais c'est ma dernière cartouche, je suis bien obligé de faire ça, je le fais la rage au ventre, mais je veux que cette pièce soit regardée. J'ai peut-être dit ça alors. Vous n'avez pas dit ça? J'ai peut-être dit ça, si vous le dites, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je voulais dire alors. Non, mais alors si vous ne savez pas ce que vous voulez dire, qui sait ce qu'on veut dire? Non, je sais ce que je voulais... Attendez, je sais ce que je voulais dire quand j'ai fait le jugement dernier. Quand j'ai fait cette pièce de théâtre, je sais ce que je voulais dire. Et c'était un moment important de ma vie. Je posais des questions qui me semblaient importantes, qui ne l'étaient peut-être pas, mais qui me semblaient importantes. Là, vous êtes en train de me dire que vous ne comprenez pas du tout ce que je vous, entre guillemets, reproche, ou ce que j'essaie de vous faire dire. L'histoire de la dernière cartouche, je ne comprends pas, mais excusez-moi. Le fond, la forme. Oui. On vous a attaqué sur la forme, pas sur le fond. Fond, forme. Et la forme a parasité le fond finalement, sauf jusqu'à regardez l'histoire de la aujourd'hui. chemise blanche par exemple. Oui. Tout le monde vous parle de votre chemise blanche depuis 2-3 ans. Vous dites je la mets plus jamais parce que ça parasite. Bien sûr que je mets des chemises blanches, voyons. À l'antenne, enfin à la télévision. Mais même vous à aviez l'antenne. toujours votre chemise blanche. Là on vous voit plus, vous êtes toujours en t-shirt noir. Moi je préférais la chemise blanche. Mais même à l'antenne, je mets des chemises blanches. Attendez, arrêtez d'être obsédés. Je vous assure, il y a des problèmes plus importants pour moi, pour vous et pour les spectateurs que de savoir si je mets des chemises blanches ou pas. Mais je vous assure. Moi, attendez, ce qui m'intéresse, moi j'ai fait un livre. C'est ce que nous étions convenus. Attendez, j'ai convenu de rien avec vous. Bon, je n'ai convenu de rien. Départ, moi, hein, c'est quand même, je n'ai convenu il de rien. avait raison, Sevran, la semaine dernière. Il ne fallait pas que je prenne de vacances, finalement. Mais je ne comprends plus rien, moi.
Il y a des questions plus importantes que la chemise blanche. Non, mais c'est la forme et le fond. Alors, allez-y. La forme, bon, c'est la chemise blanche, mais ça. Non, mais quand il parle du fond et de la forme, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Mais pour une fois, Excusez-vous pas, Ariane. Non, mais je suis assez d'accord avec lui. C'est vrai. Moi, je vais vous prendre un exemple de mon entourage. Il y a une dizaine d'années, mes copines disaient ah, il est trop beau, Bernard-Henri Lévy. Et leurs copains disaient oh, ouais, mais attends, il se la pète, etc. Il y avait quand même, vous aviez un problème d'image. Les gens s'intéressaient plus à ce que vous étiez, ce que vous représentiez, plutôt qu'à ce que vous disiez. Et ça, vous le savez. Mais attendez, c'est toujours un peu comme ça. Julien Clerc, est-ce qu'on s'intéresse à ses chansons? Est-ce qu'on s'intéresse à sa dégaine? On s'intéresse à ses chansons. Moi, je vous le dis tout de suite. À ses chansons. Sans ambiguïté, à ses chansons. Les choses sont tellement compliquées. Vous savez, là, on a vu des images, par exemple, tout à l'heure de ce... Alors, si c'est ça que vous voulez dire, des images du film que j'ai tourné il y a quelques années avec Delon, avec Ariel, avec Lorraine Bacall. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Alors là, c'est vrai qu'on m'a probablement fait payer plus que le film. Hein, qu'il y a sans doute, voilà, si c'est ça que vous voulez dire, ça je suis d'accord, qu'il y a sans doute des vieilles querelles, pas seulement les livres, mais la Bosnie, par exemple, où j'avais vraiment gêné sûrement un certain nombre de gens, où j'avais pris des positions très radicales contre les militaires, contre Mitterrand, contre la droite, contre la gauche. Un jour, en effet, on vous présente la note. Alors, c'est vrai qu'au moment du jour et la nuit, on m'a présenté la note. Alors, ce film, peu importe... Je vais reprendre, pour aller dans votre exemple, la note qu'on vous a fait payer, par exemple, pour ce film. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devait vraiment vous faire payer parce que vous aviez abusé, rétrospectivement? Est-ce qu'avec le recul, vous pouvez le dire? Ou alors, la note, elle était trop sévère, trop salée, et on vous reprochait des trucs, finalement, que vous assumez encore aujourd'hui. Vous assumez tout. Personne ne peut dire qu'il assume tout, mais bien sûr que non, j'ai sûrement fait des erreurs. Mais par exemple, la Bosnie, bien sûr que j'assume. Je pense que quand nous disions à quelques-uns, et quand on allait à Sarajevo et quand on rentrait avec la rage au ventre, hein, et avec colère, et quand on disait qu'il suffisait de bombarder, d'envoyer des avions et qu'on arrêterait cette guerre, l'avenir a prouvé qu'on avait raison. Quand j'écrivais La barbarie à visage humain, 20 ans après, c'est un livre qui est devenu banal. Tout le monde est d'accord avec ce que je disais dans La barbarie à visage humain. Alors, je vais revenir sur la forme, parce que vous-même, quand vous traciez votre autoportrait de façon très intelligente dans Égoïste, tout ça à l'imparfait, vous disiez il y a quelques années, j'étais un personnage fat, passablement vaniteux et arrogant, qui parlait trop fort dans les cafés, ouvrait trop grand le col de ses chemises et ne craignait pas de déclarer à la une des journaux de l'époque qu'il se tenait lui-même pour le plus grand écrivain de son temps. Est-ce que finalement, c'est vous-même, vous l'avez écrit, à force d'avoir été tout ça, arrogant, etc., vous avez pris finalement beaucoup de plaisir à agacer, parce que c'était ça certainement là où vous trouvez votre plaisir, mais vous l'avez payé. Non, je prends mon plaisir là où vous pouvez. Hein. C'est pour tout le monde pareil, ça. Pas agacé. Non, je prends mon plaisir à essayer d'écrire des livres qui comptent un peu, à essayer de transmettre des témoignages qui me semblent essentiels. Aujourd'hui, c'est pas un plaisir d'ailleurs, mais mon devoir, ce qui est le plus important pour moi, et j'espère qu'on va parler un tout petit peu quand même. Bien sûr, on y arrive, mais tout ça, c'est pour arriver à là. Oui, c'est de savoir comment on peut arrêter la guerre du Burundi, par exemple. Comment on peut faire pour arrêter le génocide des Noubas au Sud-Soudan. C'est ça qui est important. Ce qui est l'objet de vos livres aujourd'hui, qui fait l'unanimité. C'est ça qui est important, voilà, c'est ça qui est important pour moi. Bon, voilà. C'est ça l'essentiel, le reste, la forme. Bien sûr que j'ai commis des erreurs de forme. Bien sûr que quand j'ai fait Le jour et la nuit... Je vais vous poser la question plus directement. Les erreurs de forme que vous avez commises, est-ce que vous l'avez fait en connaissance de cause, histoire, parce que ça vous plaît, il y a un côté sado et maso là-dedans, ou alors tout ça c'est par pure insouciance? Par exemple, quand vous dites sur Ariel Dombal, ce qui m'a fait rire, quand vous décrivez votre première rencontre avec elle, et vous dites, quand elle parle, vous dites, je sortais d'un colloque sur la psychanalyse à Milan, elle sortait d'un magasin de chaussures en face. C'est quand même une façon de donner le bâton pour vous faire battre. C'est la vie, ça. Attendez, un écrivain qui sort d'un colloque et une jeune femme qui sort d'un magasin de chaussures, c'est la vie. Il y a beaucoup de jeunes femmes sortent d'un magasin de chaussures. Vous ne jouez pas avec le feu, ça vous fait pas marrer que finalement on vous présente comme une caricature. Mais je dis la vérité. Je ne sais pas où j'ai dit ça, mais ça c'est vrai. C'est vrai que j'ai rencontré Ariel Dombal, la femme de ma vie, en effet, à Milan, dans ces circonstances-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire une légende, il faudrait dire que je l'ai rencontrée à l'opéra de Salzbourg. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai dit la vérité, ce jour-là, on a dû m'interroger. Comme je n'ai pas tellement de prédisposition au mensonge, je ne sais pas tellement mentir. Donc j'ai dit la vérité. Où est la caricature? Dans ce qu'on peut imaginer de vous, parce que c'est le symbole un peu de la vacuité. On peut imaginer la suite. La vacuité, quoi. La vacuité, on se dit, il donne le bâton un peu pour se rebattre. De la même façon, de la même façon, vous vivez, je crois, vous avez une chambre à l'année à la Colombe d'Or, c'est ça, à Saint-Paul-de-Vence?
Je vais souvent à Saint-Paul-de-Vence, oui, bien sûr. C'est un peu ça, je me dis. Je vais souvent à Saint-Paul-de-Vence. Il est sur le terrain pour faire ce livre. J'imagine que vous avez passé des longs mois, et ça ne date pas d'hier, puisque je crois que vous êtes parti pour la première fois à l'âge de 23 ans, au conflit avec le courage et au combat presque. Et en même temps, vous aimez ça, l'ambiguïté d'être dans des endroits très durs et des endroits presque caricaturaux. Mais qui n'aime pas être à la Colombe d'Or? Qui n'aime pas le soleil de la Colle-sur-Loup ou de Saint-Paul-de-Vence? Tout le monde ne se marie pas là-bas en grande pompe, c'est ça que je veux dire. En grande pompe. Je me suis marié à la Colombe d'Or avec mes copains. Vous en avez un paquet, hein? Oui, bien sûr. C'était super médiatique. En même temps, quand on rentre de Bosnie, on n'a pas envie forcément d'aller dans un Formule 1. J'ai presque autant. Ça va leur faire plaisir, un Formule 1. J'ai presque autant. Mais vous ne croyez pas si bien dire, parce que je vais vous faire un aveu. Le jour de mon mariage, en effet, à la Colombe d'Or, le 19 juin 1993, le matin même, j'étais encore à Sarajevo. Le pont aérien a été coupé et mon vrai souci ce jour-là, vous l'imaginez, puisque j'étais fou d'amour de celle qui allait devenir ma femme quelques heures plus tard, mon vrai souci était de savoir si j'arriverais à être à mon propre mariage. J'étais bloqué à Sarajevo, il n'y avait évidemment pas de ligne aérienne, il y avait un pont aérien qui était interrompu et c'était ça mon problème. Finalement, ça va résumer tout ce qu'on s'est dit. Est-ce que votre plaisir, et ce n'est pas une critique, c'est juste que vous êtes fait comme ça, c'est d'être le matin à Sarajevo et le soir à la Colombe d'Or avec Ariel Dombal? Non, mon plaisir... Attendez, mon œuvre, mon métier, ce que je fais sans doute le moins mal, c'est d'aller rencontrer des kamikazes, de raconter comment ils fonctionnent et d'essayer de dire aux gens qui me lisent qu'est-ce que c'est que le terrorisme qui nous menace demain. Ça c'est mon boulot. Bien. Et c'est vrai, si c'est ça votre question, que quand on passe un peu de temps en enfer... on a besoin de paradis. Voilà, on pense qu'on a peut-être un peu droit au paradis. Alors regardez le paradis. Est-ce que c'est un crime? Vous voyez, c'est là où vous êtes un peu paranoïaque, parce que j'ai jamais dit que c'était un crime, et vous le prenez comme un crime. Mais pas du tout. Je vous pose juste des questions. Regardez le paradis, selon Ariel Dombal, son amour avec vous, elle nous le disait l'année dernière sur ce plateau. BHL, il croit à ce que vous faites? Oui, absolument. Il a écouté votre disque là de musique un peu branchouillé. Il trouve ça comment? Ah, mais de toute façon, vous savez, il m'aime tellement que... il serait prêt à tout écouter. Même Liberta, c'est ça? Vous faites tout pour l'aimer aussi. Oui, mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on... Vous aimez quelqu'un? Oui, mais... Est-ce que vous faites tout? Un peu moins que vous. Mais pourquoi? Il faut en faire un peu plus. Regardez, quand vous dites... Il faut en faire un peu plus. Il n'aime pas mes tenues excentriques, donc j'en mets moins. Vous dites que vous ne fumez pas en sa présence, vous fumez en cachette. Et vous, que vous ne voulez pas vous couper les cheveux. Je vais au bout, Ariel. Bon, d'accord, allez-y. Vous ne voulez pas vous couper les cheveux pour lui parce que ça lui fait plaisir. Oui. Il n'aime pas les chats, je crois, c'est ça? Mais oui. Donc, vous avez dégagé les chats à la maison. Quand vous rencontrez les journalistes, ils vous demandent de ne pas parler à tort et à travers. Il faut l'aimer, dis donc. Aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy, est-ce que vous avez l'impression quand même, ou alors je me trompe depuis le départ, qu'il y a un changement d'attitude à votre égard, médiatique? Non. Vous ne le sentez pas? En apparence, mais je crois que ça peut revenir. Vous savez, la vie d'un écrivain, la vie d'un artiste en général, il y a des moments en effet de consensus, il y a des moments de descente aux enfers, ça dépend tellement, je vous dis, ça dépend tellement des circonstances, ça dépend tellement de ce qu'on écrit, ça dépend tellement de tout ça. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être un changement, ce livre se vend très 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 bien, mais les autres se vendaient aussi depuis toujours. Si vous deviez vous décrire en quelques mots, vous diriez quoi? Si je devais me décrire en quelques mots, je dirais que aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis obsédé, je vous l'ai dit tout à l'heure et je le répète, pardon, c'est peut-être, mais je vous assure, c'est plus important que les chemises. Je suis obsédé par la question de savoir si on peut arrêter ou non le génocide du Sud-Soudan. Voilà, il y a un régime islamiste au Soudan, à Khartoum, qui opère un véritable génocide dans les monts Nouba. Il y avait 1 million de Nouba. Les Nouba, c'est ces Africains qui ont été photographiés par Leni Riefenstahl après la guerre, qui vivent coupés de tout, bombardés de manière terrible, se nourrissant de racines. On déplore combien de morts aujourd'hui? Pas un mètre, pardon. On déplore combien de morts aujourd'hui? Il y avait, à l'époque de Riefenstahl, il y avait 1 million d'habitants. Aujourd'hui, il en reste 300 000. Alors les 700 000 manquants, une grande partie sont morts, une autre partie sont partis en esclavage, ont été vendus aux familles musulmanes de Khartoum. Mais enfin, l'essentiel est mort. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon obsession aujourd'hui, c'est d'essayer de convaincre des organisations humanitaires d'envoyer des médecins. Ces gens n'ont pas vu un médecin depuis 20 ans. Et ça, vous y arrivez aujourd'hui?
Je voudrais y arriver, par exemple, grâce à vous. Si je pouvais aujourd'hui, grâce à cette émission de télévision et grâce à cette invitation, dont je vous répète que je m'en réjouis, si je pouvais arriver à faire entendre un appel, je ne sais pas, 10 médecins pour les Nouba, 10 médecins pour les Nouba, coupés de tout, pas de route, pas d'avion, pas de piste d'atterrissage. Quand on arrive chez les Nouba, il faut venir avec un petit avion, déposer un faux plan de vol pour le Kenya, comme si on allait faire un safari, voler à vue, on construit une piste pour votre arrivée, on s'y pose, l'avion repart parce qu'on est bombardé aussitôt après. C'est très très compliqué. Moi je rêve qu'avec la bénédiction de la France, avec la bénédiction d'Hubert Védrine, du ministre, avec les candidats, là, on est à 3 mois des présidentielles. Hein, c'est maintenant que ça se passe. C'est important, oui, c'est plus important que les petites querelles parisiennes. Et quand vous êtes là-bas, sur place, et que vous voyez ce que vous dénoncez aujourd'hui, est-ce que vous dites de là-bas, qu'est-ce qu'on m'emmerde avec ma petite caricature médiatique et mes chemises blanches? Oui, bien sûr. Non, j'y pense pas, mais je le pense aujourd'hui. Quand je suis au Sud-Soudan, je ne pense pas à la caricature, parce que c'est vrai qu'il y a des urgences. L'urgence, c'est de trouver quelque chose à boire. L'urgence, c'est de ne pas se faire tuer. L'urgence, surtout, c'est d'essayer de porter assistance à des gens qui sont en bien plus mauvaise posture que vous, parce qu'un reporter de guerre, il ne fait que passer, les autres restent. Mais c'est vrai que quand je rentre à Paris, je vous le dis amicalement, quand je rentre à Paris, que je viens ici et qu'on me parle de chemises blanches, de colombes d'or, etc. C'est le jeu. Ce dont on a convenu. C'est le jeu. Bernard-Henri Lévy. Mais on a convenu de rien. Bon, supposons, mais on a convenu de ça. J'ai rien convenu. Dans le livre, vous dites, et pour résumer, c'est vrai que ça, c'est un peu navrant. Mais sur place, ça, c'est pas navrant? Vous ne dites pas ça, sur place, vous êtes sur place, vous subissez ce que vous avez à subir. Sur place, on n'y pense pas. Vous savez, quand je suis en Colombie, par exemple, à Bogota, ça c'est une des scènes qui m'a le plus bouleversé et que je raconte dans le livre, et que je vois des clochards que les mafias locales ont obligé à prendre des assurances-vie. Ils leur ont fait signer des assurances sur la vie contre quelques pesos. Et puis une fois qu'ils ont signé l'assurance sur la vie, on les course pour les tuer, pour récupérer la prime. Assurance sur la vie où le type dit, le clochard, si je meurs, il y a telle somme qui doit aller à monsieur un tel. Et qu'il y a des chasses aux clochards dans les égouts de Bogota ou à des semi-clochards, et qu'ils meurent par centaines, parfois par milliers, les enfants qui sont tués à bout portant. C'est vrai que je ne pense pas à ma caricature médiatique quand j'essaye de comprendre ça et de le suivre, et de le suivre à la trace. Et là, c'est philosophe que je m'adresse. Quand dans le livre, vous dites « Je me suis toujours dit qu'un écrivain devrait, une fois au moins, avoir fait l'expérience du diabolique, du néant ». Eh bien, voilà, c'est fait. Une saison dans l'enfer de l'histoire contemporaine. Quelques mois passés à tester la grande hypothèse interdite. Un monde créé non pas par Dieu, mais par le diable. Aujourd'hui, avec du recul, vous avez la réponse à votre question? Non, parce que c'est la question métaphysique absolue, ça. Ouais, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on est à Paris, on a tendance à croire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, qu'on vit dans un monde de prospérité et de bonheur. Et quand on passe de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de la planète, c'est-à-dire dans ces autres Afghanistan, et c'est ça que je voudrais dire, parce qu'on a tous l'Afghanistan en tête aujourd'hui, c'est devenu le lieu où souffle l'esprit. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres Afghanistans, avec des peuples désespérés, avec des gens qui n'en peuvent plus, avec des gens qui se suicident collectivement. Au Burundi, par exemple, c'est ça qui m'a le plus frappé, c'est cette espèce de suicide collectif d'un peuple tout entier qui, n'ayant plus rien à vendre sur le marché de l'histoire universelle, se met lui-même en sacrifice et se met lui-même en holocauste. Est-ce que tout ça, c'est la main de Dieu ou la main du diable? Alors là, dans ces cas-là, on se dit en effet que le bien ne règne pas en ce monde, que tout n'est pas, comme dit un philosophe d'autrefois, tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Qu'il y a du mal que rien n'arrange, qu'il y a de l'insoluble. Voilà. D'ailleurs, il y a une question que je me suis toujours posée, à partir de quoi on devient philosophe? Est-ce que c'est vous qui le décrétez parce que vous avez une agrégation de philosophie, ou est-ce que c'est les gens qui le disent pour vous? Comment on devient philosophe? Je crois qu'on devient... chacun devient philosophe à sa façon. Jean Toussaint de Santi raconte qu'il est devenu philosophe, qu'il s'est senti vraiment devenir philosophe un jour dans les rues de Paris quand il a vu un enfant ou un jeune homme porter l'étoile jaune. Moi, je suis devenu philosophe, pour répondre très précisément à votre question, pour essayer de penser les camps de concentration. Moi, j'appartiens à une génération... je suis né juste après en 1948, 3 ans après la guerre. Et pour moi, la Shoah et les camps de concentration rouges, les camps de concentration soviétiques, le goulag, ce sont les 2 objets philosophiques majeurs du XXe siècle. Je suis devenu philosophe pour essayer de penser comment ces 2 choses-là
avait été possible. Comment ce siècle qu'on nous avait promis comme un siècle de lumière et de bénédiction a pu accoucher de ce qu'il y avait de pire au monde. Moi, je suis devenu philosophe pour ça. Pas pour réfléchir à la question Mais précisément pour ça. de l'union de l'âme et du corps ou de l'apparence et de la vérité, pour penser les camps de concentration. Pour résumer tout ce qu'on s'est dit jusqu'à là, Bernard-Henri Lévy, en fait, vous valez mieux que votre caricature médiatique. On vaut tous mieux que sa caricature sûr, il y en a médiatique. qui valent moins bien. Mais même vous, je suis sûr que vous valez mieux. Ah non, non, non. Je suis sûr que vous valez mieux que la caricature médiatique. On vaut tous mieux. Non, pas sûr. Bien sûr que oui. On a tous une petite marionnette intérieure qui nous marionnettise, qui nous fait, qui nous mécanise. Qu'on se plaît à marionnettiser aussi. On en est un peu complice. C'est un petit mauvais génie. Il y a un chapitre dans ce livre sur ce que j'appelle le D-book, le D-book de chacun, le mauvais génie ou le bon génie, le petit personnage, le petit parasite qui est dans la tête de chacun. Pour conclure, il est de moins en moins présent chez vous, peut-être. C'est comme la Rousseau, c'est la maturité, Ariane. C'est un gros D-book, vous, hein, un gros D-book. Ah, bah vous avez un D-book énorme. Un D-book, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est peut-être Ardisson, votre D-book. Oh non, il est trop gros, ce D-book-là. Non, peut-être Ardisson. Il est trop gros. On rappelle, même s'il n'y en a pas besoin, parce que le livre se vend Réflexion sur la guerre, le mal et la fin de l'histoire. C'est votre livre qui s'est le mieux vendu? Non, je crois que les livres qui sont le mieux vendus, c'était plutôt mes romans, c'était Le Diable en tête, c'était... Mais ce livre-là, par contre, c'est le livre dont je suis le plus heureux qu'il se vende. Pour mes livres précédents, bon, voilà, ça faisait pas de mal. Oui, puis j'avais l'impression d'être seul concerné. Et c'est vrai que là, quand je suis allé pour Le Monde, parce que cette aventure, elle a commencé avec Le Monde, quand je suis allé pour Le Monde dans ces lieux infernaux, dont je pense encore une fois que c'est les Afghanistans de demain, les trous noirs de demain, j'ai eu le sentiment de faire presque un pacte avec ces gens que je laissais, que j'abandonnais, avec qui j'ai passé quelques mois et que j'ai laissé derrière moi. Et le fait que ce livre se vende un peu, en effet, ou même beaucoup, ça me fait plaisir. C'est très prétentieux de dire ça, mais aussi un petit peu pour eux. C'est vrai. Quand je pense que vous détestez la musique, quand même, je vous offre Liberta. Vous savez, chez il y a eu une scène extraordinaire, par exemple. Juste, et puis... Ah si, donnez-moi d'abord ça. Elle vous offre le disque d'Ariel quand même. Vous ne l'avez pas écouté? Mais bien sûr, je l'ai écouté, mais je le connais par cœur. Je pourrais presque, presque vous le chanter. Allez-y, si vous voulez. Je le trouve magnifique. Non, je voudrais vous dire autre chose. Et on va conclure là-dessus, Bernard-Henri Lévy. Chez les Nouba, photographié donc par Leni Riefenstahl, j'étais venu avec en cadeau l'album photo publié, je crois, par Le Chêne il y a quelques années, des Nouba des années 50 par Leni Riefenstahl, donc 50 ans plus tôt. Ces gens étaient coupés de tout. Je vous ai dit, pas un médecin, donc par définition pas un journal, pas une radio, vraiment une espèce d'enclave de misère et de malheur au cœur du monde. Et bizarrement, par je ne sais quel miracle de transmission, lorsque je leur ai donné ce livre, lorsqu'on l'a feuilleté ensemble, lorsqu'ils ont vu leur père et leur grand-père scarifiés, non, attendez, ils ont été... Non, parce que d'un côté, il y avait des... Attendez, non, on peut rire, bien sûr. Oui, mais, on peut aussi. Mais d'un côté, il y avait des personnages magnifiques, sanctifiés, anoblis par la photographe. Et de l'autre côté, il y avait des personnages exsangues, en haillons, au bord de la mort. Et d'une certaine manière, c'était les mêmes. Et vous avez fait le lien connaissaient l'existence. Oui, et eux-mêmes l'ont fait. Très bien. Je ne sais pas par quel mystère, ils connaissaient l'existence de ce livre. Ils savaient qu'il y avait quelque part, au fin fond de l'Europe, une artiste qui avait fait d'eux une sorte de légende. Les philosophes, c'est intéressant, mais on ne peut pas les arrêter. C'est ça le problème, Julien Clerc. Ah, vous savez, je m'arrête. Je m'arrête et comme vous savez, je dois partir, malheureusement. Je sais bien. Vous aimez Julien Clerc, quand même. Oui, beaucoup. Je l'aime et je l'admire.